faut faire ça parce que t'es animé par une passion, c'est comme l'entrepreneuriat, hein. En général, un mec qui lance un business pour l'oseille, ça va peut-être marcher, mais à un moment donné, au bout d'un certain temps, ça va le saouler, tu vois. En général, ce qui s'est passé, c'est des mecs, genre moi, par exemple, j'achète des faux abonnés et qui vont aller sur ton compte. Comme ça te bousille ton compte. Tout ton reach, il est foutu. Toi, t'es dans la merde. Tu vas voir ton reach, il va être catastrophique. Un contrat, ça peut arrêter du jour au lendemain, tu vois. Il y en a beaucoup des créateurs de contenu que je côtoie qui avaient des beaux contrats. Et même s'il y avait le contrat était signé pendant 1 an, le mec, il a tout cuté du jour au lendemain. Donc les revenus, il faut essayer de les stabiliser au max. Beaucoup d'impayés. Beaucoup de créateurs ont fait des collabs et ils n'ont jamais été payés par des marques. Une personne qui a 20 000 et avec qui ça fit sur la vision, parce que nous on a des valeurs hyper importantes chez Loomera. Si ça fit pas, je vais pas faire un effort de travailler avec le gars qui a 1 million, je m'en fous. Bienvenue pour cette émission de Hook and the Gang. Merci pour l'accueil et l'invitation. Avec grand plaisir. Écoute, ça va être un épisode un petit peu particulier puisque, je te l'ai dit en off, mais d'habitude, on accueille des influenceurs. Mais là... je suis peut-être un influenceur, hein, sur notre plateforme que tu connais pas. Ah, alors là, je suis vraiment curieux. Une future plateforme. qui n'est pas encore sortie, bien sûr. Non, mais ouais. Ah si, peut-être que t'es un méga influenceur sur... mince, qu'est-ce qui est sorti là d'Instagram le Twitter d'Insta. Le Twitter d'Insta ? Ouais, mais je l'ai plus non plus. Voilà. Parce que c'est... On s'y est tous mis en regardant ce que ça voulait faire. Je me suis mis même pas une semaine, je crois. Ouais, en vrai, c'est dur. J'ai pas accroché non plus. J'ai pas accroché. Fred. Ouais, c'est ça. Fred, moi je... Fred, ouais. Fred, bon vieux français. Ça marche bien, c'est clair. Eh bien, écoute, on a une petite émission qui se compose de 3 parties. Une partie qui va être plus un peu toi, ton rapport à ce que tu as fait et aussi par rapport à la création de contenu, mais à titre plutôt personnel. Une partie sur l'organisation, comment on structure tout ça, et une partie sur la monétisation. Honnêtement, vu ton profil, on va passer quand même pas mal de temps sur la monétisation puisque c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui par rapport à ton profil. Pour ça, on est sur Hook and the Gang. Donc, tu as compris que hook, ça voulait dire crochet. Et donc, tu vas avoir un hook. Et c'est toi qui vas réussir à gérer cette émission, puisque c'est toi qui vas voir par quelle partie on commence, en réussissant à attraper un des canards qui se trouve au sol. En dessous de ces canards, il y a un numéro, et ça va nous donner l'ordre de cette émission. Tu vois, c'est comme ça que ça va se passer. Il y a longtemps que j'ai pas pêché, mais ouais. Et du coup, juste avant qu'on commence ça, j'aimerais bien quand même que tu te présentes aussi. Vraiment très rapidement, qu'on comprenne bien qui tu es et pourquoi en fait on t'a interviewé. Parce que bon, si on tombe sur la partie présentation en dernier, on sait quand même qui t'es. Voilà. À la fin, on fait mais c'est qui lui, il nous raconte que des conneries. C'est clair. Merci. Donc vas-y, je te laisse te présenter avec le bâton de temps. Je me présente, donc Clément Petit. J'ai fondé l'agence de créateurs de contenu Loomera, qui est une agence de créateurs de contenu qui est spécialisée dans le domaine éducatif, où en gros on représente des créateurs qui partagent un savoir, des connaissances ou des compétences. Donc quand on commence à raisonner de cette façon, on a plein de petites thématiques qui viennent s'imbriquer dans la grande famille de l'éducation, comme la parentalité, le voyage, le bricolage et plein d'autres thématiques. Et nous, l'idée, c'est de représenter ces créateurs de contenu qui sont bien souvent dans des petites niches et de les accompagner dans tout leur parcours sur la création de contenu de long en large. Donc tu interviens aussi sur la partie création, t'es pas que sur la monétisation, les partenariats. Ouais, non, on n'intervient pas sur la création, mais plus en tant que conseil. On va pas faire les montages, etc. Mais en tant que conseil, oui, on est là, ouais. Ok. Et quand tu dis conseil, est-ce que tu peux creuser juste un peu plus ? Conseil, oui. Par exemple, on a une marque qui nous sollicite pour mettre en avant tel service. Le créateur peut-être est un peu perdu, ou nous, on sait un petit peu par expérience ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Même le créateur, il peut savoir. Mais peut-être qu'on a déjà travaillé plusieurs fois. C'est pas la première fois qu'on travaille avec le client. On sait ses exigences, etc. Donc, on va le conseiller. Et aussi, il y a des créateurs qui nous demandent comment est-ce que je peux revoir mes piliers de contenu de façon à attirer plus de marques qui seraient intéressées de collaborer avec moi. Parce qu'on a bien souvent des créateurs de contenu qui ont peut-être 1 million d'abonnés, et 1 million d'abonnés, clairement, on s'en fout. La marque s'en fout. Si on n'arrive pas à avoir un contenu où la marque pourrait se projeter, ça va être compliqué. Donc du coup, on les aide.
Et c'est exactement pour ça que tu es là aujourd'hui. Apparemment. C'est que, ouais, apparemment. C'est que, en fait, comme je te le dis, nous, on accueille des influenceurs, donc influenceurs et entrepreneurs. C'est vraiment important pour moi qu'ils soient et à la fois influenceurs et entrepreneurs. Donc, qu'ils aient aussi une activité et qu'ils aient monétisé cette audience, puisque les personnes qui nous regardent, ils cherchent comment réussir à créer cette audience, mais aussi comment utiliser cette audience pour la monétisation. Il y a plein de manières de faire différentes. Mais du coup, on n'a pas l'envers du décor. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Avec plaisir. Je te propose de pêcher ton premier canard, voir par quoi on commence. Je mets pas de l'heure ou quoi que ce soit, non? Ouais, tu peux mettre si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors, oh putain, je sens que ça va être... T'inquiète. Voilà. De l'expérience. Putain. Numéro 2. Numéro 2. Je triche pas, numéro 2. On est bon. Ça me va, tu sais, je m'appelle Yann Second, donc commencer par le 2, ça me va très bien. Écoute, on va partir du coup sur la partie plus, je dirais, un peu technique, organisation. Et tu vois, là, on va parler tout de suite de technique, puisque tu as parlé des piliers de création de contenu juste avant. Est-ce que tu peux définir qu'est-ce que c'est ces piliers de création et en quoi c'est important pour un créateur aujourd'hui? Bah, tu vois, je vais même le faire encore plus concret, c'est-à-dire je vais prendre un exemple avec un créateur, Hugues, que je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle French Startupper sur les réseaux. Sa ligne éditoriale, en gros, il va partager du contenu autour de l'entrepreneuriat au sens très très large. Et ces piliers de contenu, c'est un peu comme un entonnoir, si tu veux. Où en gros, comment il va faire pour avoir touché de nouvelles personnes? Il va parler d'astuces. Mais d'astuces au sens très large. Des astuces du quotidien, des astuces de comment créer sa boîte, des astuces sur, je sais pas, optimiser ses finances personnelles, etc. Premier pilier. Là, il va cibler tout le monde. Ils vont venir s'abonner, le suivre. Deuxième pilier, là, plus entrepreneuriat, pour le coup, où vraiment ça va être la déclaration au niveau des impôts, et encore. Mais surtout, tout ce qui est comptabilité, facturation, les schémas de holding, etc. Comment investir. Donc ça va être son deuxième pilier. Donc là, il va déjà éliminer ses abonnés, entre guillemets, qui le suivent. Et là, le dernier, vraiment, c'est lui là où il est en ce moment, c'est tout ce qui est crypto, Web3. Donc là, il va vraiment parler de l'investissement Web3 en crypto, ses propres investissements. Et en fait, ces trois piliers vont le définir, donc c'est-à-dire qu'il va attirer telle ou telle personne. Le premier pilier va lui permettre d'avoir X vues, un nombre de vues assez large et une croissance assez importante. Et après, le but, c'est comment qualifier, comment éduquer sa communauté. Donc le but, en fait, si tu veux, il a une personne, on va dire, lambda, qui vient, on va dire, comme s'il venait là dans la pièce. Et le but, c'est au fil des semaines, de l'éduquer, un petit peu entrepreneuriat. Et lui, son but, c'est entrepreneuriat crypto, où c'est vraiment son sujet de prédilection. Donc en fait, pour te répondre, c'est important qu'un créateur de contenu aujourd'hui ait, je dirais au minimum deux piliers de contenu, 3 piliers de contenu, et qui ne partagent pas que un élément, un domaine, entre guillemets, pour sa communauté. Mais cette réflexion, elle est dans une phase de développement, d'éducation et de croissance, en fait. C'est pas juste faire des vues pour faire des vues. Il y a des personnes qui font du 100 000, 200 000, 1 million de vues, tu vois. Mais derrière, je sais pas, il n'y a pas d'engagement ou quoi que ce soit. Le but, c'est ça, ce qu'on va rechercher, c'est la proximité et engager les membres de son audience sur, je sais pas, demain, il doit mettre en avant un produit, un service ou autre. Ok. Mais tu vois, justement, là, tu parles de différents piliers de contenu. On en a parlé juste avant, puisque je t'ai parlé de multipreneuriat, tu as parlé de focus. Ouais. Est-ce que, du coup, dans ces piliers, un créateur de contenu, il ne doit pas se focuser vraiment dans une niche, ou est-ce que, justement, il doit avoir différents piliers de contenu? Mais pour moi, en fait, c'est une grande niche. Alors oui, si je reprends le profil de Hugues, les astuces, ça n'a rien à voir avec la crypto. Ok. Mais faire qu'un pilier, en fait, c'est se fermer des portes, si tu veux. Par exemple, il ferait que de la crypto. Il y a des gars qui font que ça, tu vois. Ouais. Mais en général, les mecs, ils ont 100 fois moins de visibilité. Par contre, c'est vrai, ils sont vus comme des experts en crypto, ça c'est sûr. Mais en fait, tout dépend de ce que tu recherches. Moi, je connais un gars, il fait que de la crypto. Il est là sur tous les events crypto, il est ambassadeur, sur plein de marques. Il est vu comme un expert. Hugues, il est connu de tous,
sur plein de secteurs, mais il peut aussi avoir une expertise en crypto-monnaie. Tout dépend, tu vois, le projet, la vision qu'ils veulent donner. Lui, son but, c'était d'être visible, mais c'est surtout d'avoir une porte. On sait que la crypto, c'est très volatile. Si demain, la crypto-monnaie ou ses partenariats, ça se casse la gueule, hop, il a son deuxième pilier, il peut rebondir sur le volet entrepreneuriat. Et il y en a beaucoup que je connais, surtout dans le NFT. Il y en avait beaucoup. Le NFT, il n'y a plus personne. Hein. Enfin, il y a plus grand monde, quoi. Il en reste, mais bon. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que ça dépend aussi vraiment de quel personal branding, quelle image tu veux développer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'être vraiment reconnu comme un spécialiste d'une niche en particulier, ou est-ce que au final, tu crées du contenu aussi sur différentes thématiques qui t'intéressent, qui te plaisent, et sur lesquelles tu veux aussi un petit peu te positionner. Tout à l'heure, tu as dit que chez Lumera, vous aviez différents créateurs, tu as donné plusieurs niches, tu as dit le voyage. Ouais, bricolage, parentalité, culture G. Est-ce que du coup, ces créateurs-là, ils ont aussi différents piliers, tu vois, ou pas? Un peu moins, tu vois. Par exemple, si on prend là, il y a une thématique qui cartonne en ce moment, c'est tout ce qui est brico-réno. C'est beaucoup en général de couples qui achètent une ancienne grange et tout et la retapent. Et souvent, la retape de A à Z, et souvent, dans le couple, t'en as un qui connaît rien au domaine du bâtiment et l'autre qui a un petit peu plus d'appétence là-dessus. Mais là, pour le coup, ils vont montrer tout, en fait. Ils vont montrer comment on peut faire le parquet, la toiture, tout. Et il y a un petit peu, parfois, de lifestyle, tu vois, où malgré ça, tu es obligé un peu de montrer ton quotidien. Mais il y a un peu moins de piliers dans ce genre de profil. Ou alors aussi, parentalité, on a beaucoup de couples, de mamans, aussi de jeunes papas aussi, c'est très rare, des papas qui se filment sur les réseaux et qui montrent un peu leur quotidien, voilà, comment aujourd'hui tu as un enfant, et même il y en a, ils sont vus, ils attendaient qu'un un enfant, c'est leur premier enfant, en fait c'était des jumeaux, donc comment gérer deux petits-enfants, et ils montrent tout leur quotidien, mais là tu vois, sur ce genre de profil, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de piliers de contenu qui vont sortir. Encore si, peut-être je peux en trouver un exemple. Ce matin, j'étais en appel avec Kelly, donc son agent Kelly, qui est une créatrice de contenu dans tout ce qui est de base, c'est carrelage. Elle a une très grosse audience, plusieurs millions d'abonnés là-dessus. Elle fait des millions et des millions de vues sur du carrelage. Comment poser son carrelage, les joints et tout. Franchement, c'est un truc de dingue. Et là, aujourd'hui, les derniers mois, elle commence à parler de son quotidien parce que, en fait, elle vit aussi, elle a une histoire à côté, elle devient maman. Donc là, elle a mis en avant le fait qu'elle est devenue maman. Donc là, elle commence à faire des collabs en lien avec tout ce qui est nourrisson, etc. Donc en fait, c'est un parcours de vie. Tu vois, Hugues, peut-être que demain, il aura un enfant, je l'espère. Enfin, je pense qu'il en veut un, d'après les infos que j'ai. Et peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il parlera de ça, ou peut-être pas, peut-être qu'il arrêtera les réseaux avant, j'en sais rien. Donc c'est aussi ça, c'est tu suis la personne dans son quotidien. Comme on le voit, les gros créateurs de contenu, aujourd'hui, les Inoxtag, les Michou, etc., les Thibaut InShape, tu vois bien au début, tu les suivais dans leur piole et maintenant tu les suis dans tout le parcours de leur vie, quoi. Tu penses que vraiment pour arriver à un stade vraiment, tu vois, d'être suivi par, on parle de millions de personnes, tu es obligé d'arriver sur un suivi quotidien, et quand je dis quotidien, de ta personne de manière régulière ou pas, ou tu peux réussir à créer du contenu en restant dans ta niche et sans, tu vois, mettre cette barrière de ça c'est mon activité un peu pro et j'ai pas envie de montrer mon... Moi déjà je vais séparer déjà les plateformes, c'est-à-dire que YouTube, pour moi ça reste et ça restera la meilleure plateforme pour avoir de la proximité avec sa commu. Aujourd'hui les meilleurs créateurs aujourd'hui, et je pense qu'on va être tous unanimes là-dessus, qui ont la plus de proximité, c'est les youtubeurs. Quand on dit aujourd'hui oui tu as une communauté, en général on parle d'une communauté sur YouTube. TikTok. Plus qu'Instagram. Ouais, franchement ouais. Alors TikTok, j'en parle même pas, ça vaut rien. Pour moi, un mec qui a 1 million, et je pense que même les gars qui ont 1 million sur TikTok, ils pourront me le dire, hein. Ils pourront confirmer ce que je dis. Je pense que je dis pas des conneries là-dessus. J'ai pas la science infuse, mais ça peut m'arriver de dire des conneries. Mais Instagram, ouais, c'est une bonne plateforme, mais YouTube quand même. C'est là où on fait les meilleures audiences, tout ça, la proximité. Tous les gros projets qui ont été faits, ça a été fait par les youtubeurs, tu vois, enfin tout ce qui a été fait par... là, je vais reprendre les gros, bien sûr, qui parlent à tout le monde, mais Lena Situation, les Squeezie, Thibaut InShape, encore une fois, Norman, etc. Enfin, c'est
c'est des gros projets qu'ils ont montés. Et derrière, dès lors où ils lancent un projet physique, ou je sais pas, un projet, des fringues, tu vois, ça suit. Instagram, c'est pas pareil. Parce que c'est, je pense, par le nombre, la durée du contenu. YouTube, tu vas au minimum faire un contenu de 10 minutes. 10 minutes, tu as le temps un peu de t'imprégner de la personne, comment elle parle et tout. Tu sens si ça peut coller. Instagram et TikTok, c'est pire. On parle de secondes. Hugues, encore une fois, je parle beaucoup de Hugues parce qu'on est dans les bureaux ensemble. Hugues, il fait des vidéos, on va dire, de 50 secondes max. Et il y en a beaucoup, quand ils le rencontrent dans la vraie vie, toi, ils disent ah putain, mais Hugues, en fait, tu peux parler plus de 50 secondes, tu vois. Des trucs cons. Le premier truc bluffant chez Hugues, c'est qu'il est hyper grand. Ouais, il est grand. Et ça, on le voit pas en vidéo. Comme moi, ouais. Ouais, la première fois. Mais ouais, on se rend pas compte que tu fais 2m22 quand même. Ouais, 2m22, ouais. C'est quand même assez impressionnant. Mais, ouais, Hugues, il est très grand. Mais oui, c'est ça, en fait. Les gens n'arrivent pas à avoir cette proximité avec du contenu très court. Même s'il a beau faire une vidéo tous les jours, depuis des années, depuis 2-3 ans, je pense qu'il confirmera ce que je dis. Il n'a pas cette proximité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est mis récemment à YouTube. C'est vrai. Et d'ailleurs, justement, qu'est-ce qui fait que tu choisis de travailler avec un créateur ? C'est quoi pour toi un bon créateur de contenu ? C'est une bonne question, ça. Yes, moi, une bonne question déjà. Le nombre d'abonnés, je dis toujours, je m'en fous. Okay. Un mec qui a 100 000, 1 million ou 20 000, je m'en fous. Quelle que soit la plateforme ? Ouais. Même si c'est sur YouTube. Ouais, YouTube, j'ai commencé à un peu écouter. Ok. Mais je regarde vraiment le positionnement, c'est-à-dire s'il est dans une thématique qui peut m'intéresser. Par exemple, il y a eu plein d'histoires où nous, on a accompagné des créateurs qui avaient 20 000 abonnés, tu vois. 20 000, alors voilà, tout le monde a des échelles différentes, mais moi, 20 000, pour moi, c'est peu. Pour commencer à avoir un intérêt avec les marques, etc. Sur de la rémunération, je ne parle pas du gifting, parce que c'est quelque chose de différent. Eh ben, on a accompagné des créateurs et on a su que le mec, il était motivé. Il faisait ça avec passion et pas pour l'oseille. Moi, je sentais qu'il y avait un potentiel. Eh ben, le gars, aujourd'hui, il a passé les 100 000 sur YouTube. Il y a plein de choses à faire. Donc, non, je regarde plutôt le positionnement. Okay. Et lui, comprendre un peu son projet. Et ça va être quoi quand tu dis positionnement ? Tu vois, je fais exprès de gratter parce qu'il y a des personnes qui regardent, qui se disent « Ok, moi, je veux... j'ai cet objectif de monétiser sur les réseaux sociaux. Autant je suis en train soit de commencer, soit je suis déjà une communauté de 5, 10, peut-être 20 000. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, je vais pouvoir travailler, tu vois, avec une agence comme Lumera ? Nous, après, moi, c'est la vision que j'ai pour Lumera. Il y a des agences qui prennent, qui ont moins de critères, qui ont des critères différents, on va dire. Moi, ce que je regarde, c'est effectivement le positionnement, c'est-à-dire si je sais qu'il y a déjà, je sais pas, une 50aine de créateurs dans la même thématique, s'il le fait différemment, mais exemple très concret, à chaque fois il faut que je trouve des exemples concrets. Roro Cuisto, c'est une fille qui n'est pas dans l'agence, mais avec qui voilà, on a une proximité par le biais de son petit copain Enzo qui l'accompagne. Et en gros, elle s'est lancée dans la thématique de la food. La food, c'est une thématique qui est vue et revue aujourd'hui, comme le sport. Okay. Et en fait, elle a trouvé une ligne édito justement de façon à casser tous les codes. Et en gros, en fait, si tu veux, elle se filme chez elle en train de cuisiner, mais de manière nonchalante, avec un fond musical, en gros, à mâche son chewing-gum et tout, et t'as envie de dire, mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle t'a envie de lui foutre des baffes. Excuse-moi, Aurore et Enzo. Mais en gros, c'est ça. Et en fait, elle a cassé tous les codes et elle a explosé, mais en très peu de temps. Et aujourd'hui, elle a une très grosse audience. Et voilà. Et pourtant, son positionnement, dans le domaine où elle est un secteur hyper concurrentiel. Et quand tu dis ça, tu dis bon, ça va être dur, toi, de l'accompagner parce qu'il y a plein de profils en concurrence. Mais de par son approche, il y a un potentiel de ouf. Ou à l'inverse, quelqu'un qui, je sais pas, moi par exemple, on a tous les créateurs dans la langue, on les a chez Lumera sur l'apprentissage de notamment l'anglais. Et ça, il y en a pas beaucoup. Donc ça, il n'a pas besoin de faire un contenu non plus de ouf, même si c'est le contenu, les créatifs. Par exemple, Lilian, qui est le numéro 1 dans les langues en anglais, qui est au sein de l'agence, et lui, il fait des quiz, il te dit, voilà, comment dire boire en anglais, puis il te fait des mises en situation, tu vois. Et ça marche de ouf. Et en fait, c'est parce qu'il interagit avec sa communauté. Et ça, c'est du format court. Et il arrive à interagir. Donc c'est plus ça que je vais regarder, je sais pas si ça a pu donc du coup tu vas regarder les thématiques, les niches un peu dans lesquelles ils sont positionnés, parce que tu vas regarder si toi derrière tu peux faire
matcher des clients, des agences. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des secteurs, tu vois, parce que pareil, il y a encore des personnes qui nous suivent qui se disent, ok, mais c'est bien beau, mais dans quel secteur je peux me positionner? Puisque tu vois, tu as dit que la food, c'était blindé, le sport, c'est blindé, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi peut-être plus de personnes qui peuvent financer? En vrai, bon, ça va être un peu contradictoire ce que je vais dire. En fait, on peut se lancer dans tous les secteurs aujourd'hui. Mais il y a des secteurs qui sont effectivement plus concurrentiels que d'autres. Par exemple, Hugues, au début, s'est lancé dans les astuces. Il était le seul. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais pour moi, on peut encore se lancer dans ce format-là ou dans d'autres formats, le voyage notamment. Mais il faut créer sa propre patte artistique, tu vois, pour... Après, bien sûr, le problème des réseaux, c'est que tu crées ta patte et malheureusement, 1 mois ou 2 mois après, tout le monde te copie. Mais bon. Et qu'est-ce qui fait alors que tu vas continuer de travailler avec les mêmes personnes et pas aller chercher peut-être d'autres qui ont recopié la même chose et qui vont peut-être se développer plus vite ou pas? C'est juste si je m'entends bien avec la personne. En gros, c'est pour ça que je dis souvent, une personne qui a X abonnés sur les réseaux, je m'en fous. Une personne qui a 20 000 et avec qui ça fit sur la vision, parce que nous, on a des valeurs hyper importantes chez Loomera, on a des valeurs bien ancrées. Si ça fit pas, je vais pas faire un effort de travailler avec le gars qui a 1 million, je m'en fous. Okay. Je m'en fous. Et moi, c'est comme ça que je tisse mes liens et mes relations, elles sont sur le long terme. Et c'est la même chose avec des clients. Un client, même si tu vois, en vrai, je le dis, hein, même si il a l'oseille et tout, de travailler avec nous, si je vois qu'il parle mal ou je sais pas, ou on a des difficultés, je travaille pas avec lui. C'est clair. C'est bien vu en off que tu aimais bien être aligné et t'as pas envie, tu fais de l'entrepreneuriat, mais t'as pas envie de t'embêter avec que ce soit des clients, des partenaires ou quoi. Faut que ça fit, sinon ça mais c'est pour ça, en fait, tu vois, moi, quand j'ai des nouveaux créateurs qui sont intéressés pour travailler avec l'agence ou que moi je trouve qu'il serait intéressant de bosser avec ou des clients, etc. Toujours, ce que je fais, c'est je prends entre 45 minutes et 1 heure de mon temps et je discute avec. Mais en fait, si tu veux, c'est vas-y, parle-moi de toi, raconte-moi ton parcours, j'écoute et j'échange. Avant j'aimerais bien bosser avec toi, tiens, il y a NordVPN qui serait intéressé de bosser avec toi. En fait, là, je fais juste du business, mais ça marche aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, on apprend à se connaître, et là, je vois, ah putain, ouais, ça fit bien, je sens qu'on va faire des belles choses ensemble. Et pour te dire, et j'en ai fait un post LinkedIn il y a ce début de semaine, j'ai créé l'agence on va faire bientôt 3 ans, et les créateurs qui nous ont rejoints au tout début sont encore là. Et je pense que ça y joue. Parce qu'on s'est intéressé avant à leur parcours plutôt qu'à leur nombre d'abonnés, tu vois. Ouais. Tu sais, tu as parlé que vous étiez spécialisé dans la création de contenu sur l'éducation et divertissement. Mais des fois, l'éducation et divertissement, c'est opposé. Donc, comment vous faites pour lier les deux et surtout, pourquoi ce choix de te positionner, tu vois, sur une agence de création de contenu liée à l'éducation? Ouais, en gros, pour remettre un peu dans le contexte, un peu l'histoire, c'est né un petit peu avec Hugues où en gros il avait envie de se lancer dans la création de contenu avec des astuces tous les jours pendant 30 jours et il a fait un défi et au bout d'un mois il avait déjà, je sais plus, mais on atteignait les 100 000, je crois même il les avait dépassés sur TikTok et je me dis putain, il y a un truc à faire. Moi je l'ai accompagné parce qu'avant j'avais une expérience dans l'influence mais je me dis il y a un truc à faire au niveau des agences, mais construire un modèle hybride, pas que centré sur business ou que les clients, mais plus centré sur les créateurs de contenu. Et je suis parti d'un constat, je me dis, mais attends, mais t'as vu toutes les agences qu'il y a, d'influence, de télé-réalité, machin truc. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir un positionnement fort. Et au début, en fait, j'avais 3 piliers. C'était business, tech, éducation. Business, tout ce qui est investissement, etc. Tech, unboxing de produits. Éducation, entre guillemets, je mettais tout le reste. Langue, culture G, etc. Et après, je me suis dit, mais attends, mais si je veux développer l'agence, je peux pas rester sur ces 3 piliers. À mon avis, business, j'aurais fait le tour, tu vois. Tech, pareil. Donc, je me suis dit, mais attends, je vais faire un positionnement éducatif. Contenu éducatif. Et l'idée, voilà, c'est ce que je disais au début, c'est tu regardes un contenu, n'importe lequel, format court, format long, et le but, c'est de se dire à la fin, ok, j'ai appris un truc, ou alors, j'ai envie de découvrir ce lieu, où ça m'a donné envie de voyager. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on critique souvent les réseaux, comme quoi c'est un lavage de cerveau, ça abrutit les gens. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Surtout TikTok, le geste, c'est devenu robotique. Et moi, mon but, c'est ça, c'est de prendre le contre-pied, de dire, écoutez, en vrai, consommer ce genre de contenu,
bah, ça peut être ultra enrichissant. Il y a des mecs, tu vois, bah, surtout dans le bricolage, il y en a, ils ont refait leur toiture suite à un tuto YouTube. Et je pense que toi aussi, t'as déjà tapé tuto, je sais pas. Je viens d'acheter un appartement que je rénove entièrement de A à Z, donc j'ai pas Voilà. fait le choix de partir sur la création de contenu lié au bricolage, mais j'avoue que c'est bien utile. Mais oui. Et je peux vous dire que quand vous devez enlever tout un système de radiateur au gaz, chauffage et tout, ouais, c'est bien les Ben tutos. ouais, voilà. Donc c'est ça l'idée. Et tu vois, et on le voit aussi par le biais des plateformes, surtout Snapchat et Pinterest, nous avec qui on bosse en étroite collaboration. Ouais. Pinterest, quand je dis Pinterest, souvent la majorité des personnes vont dire c'est de l'homestaging, c'est de la déco, etc. Ok. Et en fait, Pinterest a fait son choix de se positionner sur le secteur éducatif Ok. et d'avoir des créateurs de contenu qui parlent bricolage, qui parlent astuces. Tu vois, Hugues, par exemple, il a un contrat avec Pinterest, où Pinterest accompagne Hugues à créer du contenu. Snapchat, c'est pareil. Snapchat, ça a trop été... ça l'est encore un peu, je trouve, à mon goût, trop télé-réalité, tout un fourre-tout vraiment de merde, quoi, clairement, c'est de la merde. Toi. Et là, aujourd'hui, Snapchat, bah, ils payent, voilà, ils ont des contrats avec des créateurs de contenu pour justement donner du contenu éducatif. TikTok, c'est pareil. TikTok France, ils ont, je sais plus, il y avait un rythme où ils faisaient tous les mois, un live sur TikTok France où ils donnaient la parole à un créateur de contenu. Et c'était un créateur de contenu dans cette grande famille de l'éducation. L'idée, c'était éduquer les gens. Donc, tu vois, même les plateformes prennent ce scope. Ils sont rentrés dans une logique où justement il y a tellement il y a une image négative de la plateforme de contenu qui est en train, comme tu l'as dit, lavage de cerveau, on perd notre temps dessus. Donc c'est vrai que le côté éducatif, parce que il existe aussi, ça dépend de ce qu'on consomme aussi sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est peut-être un contre-pied de positionnement aussi qui permet de se dire ah bah cette plateforme-là, elle est plus intéressante que l'autre. Est-ce que toi d'ailleurs, et ça sera un peu ma dernière question là-dessus, c'est est-ce que quand tu regardes un créateur de contenu qui vient pour travailler avec vous ou que tu le repères, tu vas quand même le choisir par rapport à la plateforme sur laquelle il est ou pas? J'attendais la fin. Nous, les plateformes, c'est quand même principalement, on est présent Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, principalement. On a un peu de Twitch, un peu de Snap. Mais la majorité, en fait, si tu veux, aujourd'hui, tout créateur de contenu aujourd'hui ont au minimum Insta et TikTok. Ou du moins Insta, tu vois. Donc, en général, là, aujourd'hui, tous nos créateurs, ils ont Insta, quoi. Donc, non, je vais pas regarder la plateforme. Snapchat, je t'avoue, j'aurais des difficultés à me projeter. Parce que je connais pas trop... Enfin, on n'a pas trop fait de collab, tu vois, sur Snap. Mais par contre, Twitch, je sais que bon, ça évolue tout le temps. Mais non, il n'y a pas une plateforme que je regarde plus que d'autres. Mais à part sur ces trois, ouais. Et tu as plus de demandes des entreprises, du coup, qui, elles, sont plus, tu vois, friandes et te disent, moi, c'est là-dessus que je veux... Ouais, nous, là, on voit un constat où en fait, les marques... Avant, c'était beaucoup TikTok pendant le Covid, tu vois. Parce que tout le monde était voilà, vraiment branché sur les réseaux, enfin tout le monde était connecté quoi. Et là c'est vraiment YouTube ou YouTube et Insta, c'est-à-dire qu'ils demandent une inté YouTube et faites-moi une story Insta, tu vois, et un pack. Alors que du TikTok c'est devenu de plus en plus rare. Ah, c'est intéressant ça. Donc non, c'est quand même soit YouTube ou soit YouTube et Insta, ou ça peut être que Insta. Mais TikTok tout seul, ça commence à devenir de plus en plus rare parce que, encore une fois, ce que je disais au début, un mec qui a 1 million sur TikTok, pas à l'abri qu'il te fasse une vidéo qui fasse 2000 vues. Et t'as payé ça, je sais pas, je dis une connerie, 5000 balles, ça fait mal. Donc aujourd'hui, ce qu'ils font les marques, c'est souvent, en fait, ils demandent les droits de la vidéo pour sponsoriser derrière et pour assurer un minimum de vues. Au pire, s'ils font du TikTok, tu vois. Et YouTube aujourd'hui c'est quasiment enfin tu élimines les risques. Si un gars qui a 1 million sur YouTube, il va pas te faire un flop de ouf quoi. Il va peut-être faire un petit truc un peu moins, mais tu limites les risques. Est-ce que sur cette partie-là, avant qu'on parle de monétisation et plus un perso, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter sur cette thématique? Non, après il y a aussi des plateformes qui sont sous-cotées. Toi je disais Facebook.
Et moi, j'étais le premier, je pensais que c'était mort. Mort. Et en fait, les audiences de Facebook, elles sont plus âgées, c'est du 35, 45, voire même plus. Ouais. Et nous, moi, je recommande à tout créateur de contenu aujourd'hui qui peut-être nous regarde de se mettre sur Facebook parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est facile de créer du contenu et d'exploser sur Facebook. Nous, on encourage tous nos créateurs à se développer. Et tu as une audience plus âgée, donc les marques, ça les intéresse. Audience plus âgée, pouvoir d'achat plus élevé. Et quand tu dis te lancer sur Facebook, est-ce que tu parles d'un créateur qui va créer sur Insta et qui va partager Ouais, c'est le même contenu, en vrai, faut pas s'emmerder. sur Facebook? Ouais, c'est ça. Comme le gars qui a Insta et TikTok, en vrai, la plupart du temps, il prend sa vidéo, il le met sur toutes les plateformes. Donc là, oui, c'est pour ça que ça demande pas plus de temps. Ouais. Il va prendre son réel et il va le mettre sur ces 3 plateformes. Ok. Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est, tu vois, justement, est-ce que sur Facebook et Instagram, toi, tu vois vraiment où juste tu fais tu sais, du cross-post entre Ouais, les ouais, plateformes et tu balances et ça apparaît sur les deux? Ouais, Ou c'est est-ce ça. que vraiment faut aller le mettre sur Non, en fait, sur maintenant, Facebook tu as ou une pas? application, enfin, c'est Meta, de toute façon, Ouais, oui. et tu as un petit bouton qui te permet de synchroniser les deux, et tu as juste à cliquer dessus, ça publie automatiquement. C'est clair. Et ça, je t'avoue que nous, c'est ce qu'on a remarqué aussi chez nos clients. Alors, je vais dire des chiffres approximatifs. Désolé, Kevin, qui est derrière la caméra, parce que c'est lui qui a les stats. Mais c'est vrai qu'on a des personnes qui font des vidéos qui font je sais pas combien de centaines de milliers de vues, millions de vues. Et ben, tu as 80% de la vidéo qui est faite sur Facebook, quoi. Ouais. Alors que Ouais, nous, on ouais. a une stratégie, tu vois, de base sur Ouais. Instagram. Et en fait, tu te rends compte que la vidéo, elle a pété, elle a Ouais. explosé, parce qu'elle a explosé sur Et Facebook. nous, même nous, Lumera, tu vois, on crée du contenu pour l'agence avec l'équipe et on s'est créé un compte Facebook et on a pris rapidement 7000 abonnés, tu vois, sur cette plateforme. Ah, c'est fou. Mais ouais, non, donc du coup, sous-côté Facebook. Ouais. Je pense que c'est un des éléments capitaux à retenir. Ouais. C'est que en vrai, on l'entend depuis un petit moment déjà, mais là, c'est vrai que moi, j'en prends de plus en plus conscience. Moi, mes premiers business, c'était de l'événementiel, donc Facebook, c'était full Facebook. De toute façon, Ouais, il n'y avait les pas grand-chose ouais. d'autre avant. Ouais. J'ai tous les groupes étudiants de France. MSN, peut-être, Coucou. pour les plus vieux. Ouais, c'est clair. C'est clair. Écoute, merci pour cette partie. Je te Avec propose de plaisir. pêcher un autre canard. Faut que je déplie ma. Ouais, faut que tu lances ta canne. Après, tu peux le faire Ça. peut-être au lancer. Ah oui. Alors, le petit jaune là. Le vrai canard. Hop là. Ouais, Ça, cette j'ai pris expertise. j'ai pris le coup de main. Numéro uno. Le numéro uno. Eh ben écoute, là, c'est un peu sur la partie un peu plus question personnelle. Et pour ça, tu vois, on va commencer avec un petit jeu quand même tranquille. On est en format détente. Donc, je vais te donner à chaque fois 2 propositions. Ouais. Et ben, tu m'en choisis si t'es plus l'une ou si t'es La plus troisième. l'autre. Ouais, ou la troisième, effectivement. Éducation ou divertissement? On peut pas faire les deux. Non, tu peux pas. justement. L'éducation, du coup. Grandir l'audience ou fidéliser l'audience existante? Fidéliser. Qualité du contenu ou fréquence de publication? Qualité. Oh, il y a eu doute Ouais. sur celle-là. On en Ouais, parce que, reparlera. Ouais, vas-y. ok. Vas-y, non, vas-y, ça Bah, m'intéresse. parce que tu peux faire du contenu de qualité, mais en vrai, il n'y a pas de recette miracle, mais en vrai, on le voit, plus tu publies et plus ça fonctionne. Après, plus tu publies de la merde, si tu publies un contenu de mauvaise qualité, quoique ça peut péter quand même, parce qu'au final, on voit que les vidéos les plus simples, même en montage et tout, ça peut marcher. Donc c'est pour ça que j'hésitais, tu vois. Mais il faut publier du contenu de qualité, mais avec un rythme assez soutenu quand même. Du coup, fond ou forme? Le fond. De quoi? Le fond. Le fond, ok. Formation en ligne ou apprentissage par la pratique? Bah, tu vois, moi j'ai fait les deux. J'ai fait les deux, donc c'est pareil, hein, il n'y a rien de mieux que... Là, il faut pas que je parle en fait, il faut juste que je dise une réponse. Tu peux dire une réponse et parler après. Bah, je dirais par soi-même, quoi, la pratique. Formation en ligne, il y a tout et n'importe quoi, mais il y a du bon. Moi, j'ai commencé formation en ligne en apprenant ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ok. Algorithme ou comment dire, ou niche? Algorithme ou niche? Ouais. Ouais, niche. Ok. Diversifier les plateformes ou se concentrer sur une seule? Diversifié. Monétiser par abonnement ou par publicité? Par abonnement. Très cool, merci pour cette petite introduction. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'influence vraiment? Bah, tu nous as parlé de Hugs. Ouais, Hugs. Ouais. Désolé.
Une trijasse. Ouais. Mais ouais, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans l'influence? Ben, en gros, ce que je te disais avant, moi j'ai vécu par le biais de mes études. On va dire, j'ai eu la chance de vivre en Asie. Et j'ai passé pas mal de temps en Chine. Et moi, en fait, depuis tout petit, je sais que j'ai envie d'entreprendre. Mais je savais pas dans quoi. Je faisais beaucoup tout petit les brocantes, tu vois, les marchés, tout. J'aimais bien vendre et tout, etc. Mais je savais pas, ouais, dans quoi. Et quand j'étais en Chine, je me suis pas mal formé, passionné pour le e-com. Et justement, c'est là, j'ai acheté mes premières formations en ligne. Ok. J'ai acheté des formations en France, je suivais à distance, etc. Pas simple avec le décalage horaire. Et je me suis formé au marketing d'influence dans le e-commerce. Donc avec les premières formations, tout ce qui est dropshipping, machin et tout. Et j'ai créé une marque de cosmétiques que j'ai eue pendant 3 ans. Et je vendais mes produits au début. Alors, je suis pas resté longtemps en France. Après, j'ai senti que ça puait un peu sur le marché français avec tout ce qui était télé-réalité, tout ce qu'il y avait là. Et bref. Et en gros, j'ai fait ça dans pas mal de pays d'Europe. Et surtout, là où j'ai fait ma plus grosse activité, c'est aux États-Unis et au Middle East. Et en gros, je vendais mes produits par le biais de YouTubeurs, acteurs de petites séries, etc. Mais surtout YouTubeurs, tu vois. Ok. YouTubeuses. Et c'est-à-dire que c'était juste du placement de produits, de tes produits, et Ouais, tu les rémunérais. je lui ai envoyé le produit et simple, genre elle faisait une inté YouTube ou une story Insta et voilà, j'ai testé ce produit, enfin comme ce qu'on a pu voir, enfin c'était il y a 5 ans quoi. Un précurseur quand même. Ouais, ouais, bon, je sais pas non plus, je l'ai pas inventé, mais c'était au début, ouais, c'était sympa. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé dans l'influence, tu vois. Et toi, tu t'as pas voulu développer une audience liée à toi directement, tu vois, personal Non, branding j'ai et tout. hésité, tu vois. J'ai hésité à moi me mettre en avant et tout, à créer du contenu, surtout quand je voyais Hugues au quotidien qui faisait ça. Mais franchement, il faut pas faire ça pour l'oseille ou je sais pas, parce que tu vois ton pote qui fait ça, donc tu dois le faire. Il faut faire ça parce que t'es animé par une passion. C'est comme l'entrepreneuriat, hein. En général, un mec qui lance un business pour l'oseille, ça va peut-être marcher, mais à un moment donné, au bout d'un certain temps, ça va le saouler, tu vois. Mm. Et donc moi, c'est ce que je me suis dit. J'ai essayé, hein, on a fait du contenu et tout. On avait tourné les vidéos, mais on n'a rien publié. mais, mais non, j'ai rien fait sur moi, ouais. Ok. Et ouais, parce qu'au départ, quand tu commences à faire du dropshipping, enfin, et de l'e-com, tu te dis, je vais déjà utiliser des audiences directement qui existent pour Ouais. vendre tes produits. Ouais. Et tu as utilisé d'autres canaux autres que ça, ou alors ça a été Full vraiment influence. direct? Toi, c'était peut-être une erreur. J'ai jamais fait de Facebook Ads et tout, parce que ça me filait la migraine, tu vois. Ok. Je comprenais pas un peu le dashboard. Et puis, il faut C'est dire une que usine à gaz. j'ai jamais voulu aussi me former à ça. Je faisais ça et je faisais beaucoup de SMS, Ok. retargeting par SMS et l'email. Mais non, full influence. Ok. Pour vraiment l'acquisition de lead, full influence Ouais. au départ, quoi. Je vendais principalement mes clients, ça se faisait dans les 48 heures, quoi, suivant la première collab, quoi. Ah ouais, c'est fou. C'est Ouais. ultra rapide, du coup. Ouais. Et du coup, là, tu faisais vraiment des partenariats à la main, c'est-à-dire que c'est toi qui les contactais. Tu vois Mec, comment ça s'est lancé? j'étais tout seul dans ma piole. Mm. Et en gros, j'avais un énorme tableau Excel, je le revois encore, il était énorme. Et je listais tous les potentiels créateurs avec qui je pouvais collaborer. Et j'envoyais des mails tous les matins, blablabla. Et là, je leur présentais le produit après. Et ouais, je faisais tout. J'étais tout seul. Envoyer les produits à l'autre bout de la France, enfin à l'autre bout du monde. Et après, gérer les collabs. Quand tu as une collab aux États-Unis, tu as, je sais pas, 6 heures de décalage. Bah, tu te lèves à 3 heures du mat. Tu as les yeux, voilà. Et tout ça pour te dire, ah bah non, la meuf, je sais pas, elle a oublié le produit, elle est partie en vacances, elle a oublié chez elle. Ça, c'était le pire scénario, toi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que si j'ai arrêté, parce que ça me saoulait de plus en plus. C'était pas professionnalisé. Ok. T'avais pas d'agence, enfin, t'en as très peu. Hmm. J'avais souvent des contacts directs avec les créateurs, créatrices de contenu. Et ouais, c'était n'importe quoi. T'avais un brief, la meuf, elle respectait à moitié. Et toi, tu balançais. Moi, je sais pas, mes plus grosses OP, je balançais 5000 balles, tu vois. Sur une fille, compliqué. Surtout si elle oublie le produit. Ouais. Surtout si elle l'oublie. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu as eu cette expérience où toi, tu as utilisé, donc tu as compris tout de suite que l'influence a marché pour faire des ventes, mais en même temps qu'il y avait un problème en gros de professionnalisation. Et donc, c'est pour ça que tu as lancé Lumera, ou alors il y a eu d'autres raisons qui t'ont poussé à lancer ça? J'ai vu que c'était pas professionnalisé, mais moi, du coup, j'étais là en tant que client. Donc, je voyais les avantages et inconvénients, tu vois, de travailler avec les créateurs de contenu. Ouais. Et après, du coup, j'ai tout vendu, j'ai arrêté cette activité.
Et Hugues, donc du coup, que j'ai rencontré à l'école, on s'est revus. Et il a eu ce projet-là. Et je l'ai accompagné sur les premières semaines et tout, à l'accompagner sur voilà, comment on peut traiter avec les marques, etc., comment ça se fait. Et puis en fait, moi, j'ai vu, lui, ses contraintes en tant que créateur. Genre quand il se faisait des marchés avec les agences, les relations, les contrats et tout. Et donc là, en fait, grâce à lui, j'avais les deux expertises. Avantage, inconvénient d'être un client, de travailler avec les créateurs, et avantage, inconvénient d'être un créateur et de travailler avec les marques. Ouais. Et là, je me dis, putain, il faut que je fasse un truc. Si tu peux nous faire allez, je dirais 5 inconvénients d'être un créateur et les 5 inconvénients, tu vois, d'être avec une marque. 5 inconvénients d'être créateur de contenu, c'est que la plupart, leurs revenus, c'est un contrat, ça peut arrêter du jour au lendemain, tu vois. Il y en a beaucoup des créateurs de contenu que je côtoie qui avaient des beaux contrats. Et même s'il y avait le contrat était signé pendant un an, le mec, il a tout cuté du jour au lendemain. Donc les revenus, il faut essayer de les stabiliser au max. Beaucoup d'impayés, il faut se le dire. Beaucoup de créateurs ont fait des collabs et n'ont jamais été payés par des marques. Ok. Donc voilà, pas de contrat aussi. T'es seul. T'es seul. Donc c'est-à-dire que là, t'es dans ta piole, tu te dis putain, faut que j'aille filmer et tout, flemme quoi. T'as pas un N+1, un mec au-dessus de toi qui dit allez, vas-y, bouge-toi le cul, faut que tu publies 10 vidéos là cette semaine. Non. Donc quand t'es. En fait, c'est comme quand t'es entrepreneur. Hein. C'est ça, hein, quand t'es à ton compte, freelance ou etc. T'as pas envie, bah écoute, sors-toi les doigts et voilà. Hein. Donc c'est ça, il y en a qui sont pas faits aussi pour ça, ça dépend, c'est pour ça qu'il y a aussi des étudiants, il y a des jeunes actifs, il y a des retraités qui sont créateurs de contenu, c'est des parcours différents, mais je sais pas, là je t'en ai dit 3, 2 autres inconvénients. Tu peux t'arrêter à 3. Hein, ouais, je sais pas, mais après c'est qu'il faut aussi se professionnaliser rapidement, c'est-à-dire que il faut pas hésiter à déléguer, surtout sur le montage. Tu vois, le créateur, lui, il a fait ça parce que le mec, il est créatif, il a les idées. Donc ça, il pourra pas le déléguer. Par contre, il peut déléguer son montage. Il y en a certains, ils peuvent le déléguer. Même s'il y en a, ils aiment bien ça, c'est leur patte. En vrai, il faut le déléguer, c'est le truc le plus chiant. Ok. Et même avec les logiciels CapCut ou autre. Ouais, justement, ils utilisent ça, mais bon, t'es quand même obligé de... Même si tu gagnes du temps, oui, on a gagné du temps, c'est sûr, avec tout ce qui est IA, les sous-titres et tout. Ok. Ouais. Super, merci. Et du coup, je te fais l'inverse. C'est quoi les 5 problématiques quand tu es une marque et que tu veux travailler avec un influenceur? Je te dis 5, tu peux en dire 4. Ouais, de faire des contrats. Même si maintenant, aujourd'hui, il y a un cadre légal, on est obligé d'en faire, mais il y en a beaucoup qui en font pas. Que même si tu as un contrat, le créateur de contenu, c'est un électron libre. Donc, il peut se dire, bon, vas-y, flemme, je le fais pas. Même s'il a signé le contrat. Et en vrai, tu pourras, même si un contrat en soi, tu pourras rien dire. Tout dépend de l'avancement de la collab, etc. Mais voilà, donc tu es contraint des aléas et des envies du créateur, on va dire. Et de bien connaître les créateurs, en fait. C'est surtout ça. C'est que moi... au début, je connaissais pas assez les créateurs, c'est-à-dire que je regardais juste le nombre de vues et tout. Et en fait, il faut vraiment regarder leur histoire, c'est-à-dire, je sais pas, moi, quand j'étais dans mes produits cosmétiques, je m'intéressais à son quotidien. À la fille, je me disais, ah putain, ouais, elle vient de se mettre en couple avec un tel et tout, il y a peut-être un truc à jouer là-dessus, tu vois, où on peut capter l'audience sur un événement clé de son histoire, tu vois. Donc, il faut vraiment s'intéresser aux créateurs. En fait, de toute façon, les créateurs aujourd'hui, ils choisissent leur collab. Ok, parce qu'il y a telle marque qui les contacte, donc c'est une belle marque, etc. Mais s'ils voient le créateur que la marque s'intéresse et qu'elle consomme le contenu, elle dit, ne serait-ce, ah j'ai vu la vidéo là de lundi, super. Bah, juste ça, t'as tout gagné, tu vois. Et moi, c'est ce que je faisais, c'était genre je m'intéressais au contenu, je regardais un peu là les derniers contenus qu'il avait publiés, et voilà, et si tu t'intéresses pas, tu fais juste, voilà le brief, voilà le budget, machin, c'est quoi. Relation pure et dure commerciale. Bon, je pense que le mec, il va mettre autant de motivation et d'attention quand il va faire son brief. Donc, il va le réciter, pièce de théâtre, ça va être mou, ça va pas marcher. De toute façon, hein, ça, c'est de manière, je dirais, générale. Aujourd'hui, on est vraiment passé d'une relation commerciale à une relation relationnelle, que ce soit dans tout type de business. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de rester dans une relation purement transactionnelle sans vraiment créer, tu vois, de la relation, de l'humain. Mais c'est con, c'est la base. Hein. Ouais. Dans tout business, hein, tu me prends n'importe quel business, il faut faire de l'humain. Mais parfois, on l'oublie. C'est con, alors que c'est la base. Échanger avec l'autre.
C'est clair. Mais écoute, ce petit switch des 5 choses à galère avec créateur et Ouais. avec... Ouais, il y en aurait plein d'autres à dire, mais là, c'est ce qui m'est venu. Ça me fait une très belle transition pour la suite. Je te laisse pêcher ton Allez. dernier canard. En espérant celui-là, je vais l'avoir. Facile, t'as vu comme t'as été bon sur le deuxième. Ah, mais Puis sinon, je il est le dis beau. à chaque fois, sinon t'inquiète pas, on mettra un petit few moments later et Oh, puis ça ira putain. très bien. Oh là, Wouh! j'ai eu un peu de stress. Donc là, si, voilà, numéro 4, c'est ça? Le 13, mince. J'ai pas de partie sur ça. Effectivement, donc le 3, on va parler de monétisation. Mm. Alors, on en a déjà un peu parlé, etc. Mais là, tu vois, j'aimerais que tu me fasses un peu la masterclass de... Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se dit, je veux créer du Comment il fait pour contenu. monétiser? Je veux créer du contenu. Je veux, tu vois, vivre ou avoir un complément de revenu par rapport à cette activité. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les choses à faire pour être créateur de contenu? Est-ce Donc, que tu as un tableau blanc et un crayon? j'ai pas de tableau blanc et de crayon juste là, mais, Mais ça, c'est il y en a intéressant. beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup. Le premier qu'on connaît, donc admettons, là j'ai un créateur de contenu en face de moi, il a une audience. Comment il veut la monétiser? Premier truc que tout le monde connaît, les partenariats avec les marques. Une marque sollicite un créateur, souhaite mettre en avant cette jolie canne à pêche et va payer pour faire une inté YouTube, une story, machin truc. Voilà, donc tu mets en avant ça, t'as X euros. Ça c'est le premier, partenariat rémunéré. Partenariat rémunéré, justement, qu'est-ce qui fait que tu vas être rémunéré un petit peu, beaucoup? Bon, le nombre de vues, hein, principalement c'est le nombre de vues en général, aussi le positionnement, parce qu'il y a peut-être un gars qui fait peut-être, je sais pas, 5000 vues, c'est peu, mais dans son audience, c'est ultra niché, tu vois, encore une fois, Ouais. mais c'est quand même principalement le nombre de vues. Hein. Ok. Le nombre de vues, les marques, elles calculent tout le temps les retours sur investissement, comme ça, je mets X euros, et combien je peux avoir en retour. Ok. Donc ouais, t'as ça en premier lieu. T'as les revenus générés par les plateformes. TikTok, quand t'as des critères sur TikTok, alors je les connais plus exactement de tête, minimum 10 000 abonnés, machin, si tu fais une vidéo de plus d'une minute, etc., eh ben, t'es rémunéré à X euros, je connais pas les modalités, mais tu peux gagner de l'oseille grâce à TikTok, grâce à YouTube aussi, avec les pubs, donc t'as une rémunération possible donc avec les plateformes. La troisième, c'est faire de l'affiliation. Donc là, je parlais au début de rémunération fixe, c'est-à-dire je te paye tant, mais là c'est de l'affiliation, c'est à la performance, c'est-à-dire que moi je peux très bien mettre en avant cette canne à pêche et d'avoir une partie variable, c'est-à-dire à chaque canne à pêche vendue, j'ai 5 euros. Ça c'est de l'affiliation, tu vois. Ou ouverture de compte, une application et tout. Donc ça c'est un troisième volet qui est intéressant, mais qui est souvent optimisé, mis en place pour les petits créateurs ou alors des gros créateurs où on leur propose un fixe et un variable. Ok. Ça peut être sympa, ce qu'on fait en ce moment. Quatrième, tu crées ton produit. Tu crées un e-book. Tu crées une formation. Voilà. Tu crées même un produit, vêtements. Tu crées une marque, une etc. Donc tu crées, t'as ton propre produit, ton propre business. Tu le mets en avant. Donc ça, c'est 4, si je dis pas de conneries. 5, tu peux avoir, il y en a beaucoup, surtout les médias qui font ça, c'est newsletter. Ça, c'est sous-côté aussi, pareil. Tu as une base de données de mail. Une base de données de mail, c'est de l'or. Et aujourd'hui, tu as des marques qui sont prêtes à payer pour passer dans des séquences de mail avec un petit encas, tu vois, et un petit encart. Un petit encas, c'est différent. Ça marche aussi. On a mangé juste avant, mais un petit encas, ça marche aussi. Mais un petit encart. Et dans la newsletter, donc ça se monétise. Je sais plus combien, ça doit être 5, mais je sais qu'il y en a 6 ou 7. Bah si, après, il y a des choses voilà, des choses physiques, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, il y en a qui peuvent donner des conférences. Donc, ils vendent ça, tu vois, en physique. Il y en a, ils participent à des événements physiques, donc ça, c'est quelque chose qui se facture. Je pense à des gars, notamment, qui sont dans le développement personnel ou dans la vente. Coucou à Bastien Pellissier, qui est un gars qui fait du contenu marketing un peu... le loup de Wall Street et super, et le mec il donne des confs, tu vois. Il a ses formations aussi, voilà, donc il fait des webinaires, etc. Et il fait aussi, voilà, des confs en physique, donc t'as ça qui vient se rajouter et voilà, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal là, hein. Je pense Est-ce que toi tu conseilles du coup de
quelqu'un qui veut se lancer, tu vois, dans la création de contenu et monétiser son contenu, à quel moment il doit commencer à monétiser? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois essayer de faire dès le début? Ou alors tu sais qu'il y a des paliers minimum et en fait, Moi, ça va être marche. plus un avis perso, là, pour le coup. Peut-être Ok. qu'il y a des personnes qui vont me dire, ouais, moi, au bout de 1000 abonnés, je commençais déjà à monétiser. Moi, je trouve, personnellement, et il y a des bons exemples là-dessus, qu'il y a des gars qui ont d'abord travaillé leur communauté, qui ont vraiment voilà, partagé ce qu'ils avaient à partager, leur quotidien, etc. Avant de derrière, bon, les gars, regardez ça, ça coûte 10 balles, j'ai un code promo. Dès le début, bon, ça fait un peu chier, je trouve. Ça fait un peu, tu vois, oseille, vas-y, il faut que je monétise ma commu. Hugues a mis grave de temps à monétiser sa commu. Il le fait que depuis peu, donc ça fait 3 ans. Il y a des gars, j'en connais un, alors que pas mal connaissent, c'est La Boiserie. Le mec, il s'est dit, jamais je ferai un partenariat rémunéré avec une marque. Il Ok. n'en a jamais fait. Par contre, lui, il a fait le pari de avoir ses propres produits. Donc lui, en fait, il organise des jeux concours, il vend, voilà, il a une marque de fringues, etc., Ok. plein de trucs, qui vend sa commu. Et ça, il trouve ça beaucoup plus fair, beaucoup plus éthique, on va dire. Je sais pas, voilà, si c'est ça exactement. Mais en tout cas, il contrôle tous les maillons de la chaîne, tu vois. Parce qu'il y a aussi ça, cette problématique qu'il peut avoir, c'est si demain tu travailles avec une marque, et même si telle, elle est grosse ou pas, je pense à des grosses marques aujourd'hui qui sont en train de se casser la gueule dans le vêtement. Eh ben, admettons, t'as mis en avant une marque de fringues et que derrière, ils livrent pas, Hmm. bah, c'est toi qui prends dans la gueule. Et ça, il y en a beaucoup des créateurs qui ont des soucis avec leur commu, qui ont des contrats qui ont sauté, etc. Justement, comment tu gères tu vois, la relation entre monétisation et intégrité par rapport à ton audience? Comment tu fais? Toi, en plus, tu gères des créateurs, donc Ouais, c'est des personnes, ils vont vivre de cette activité, ils vont ouais. avoir des rémunérations. Hmm. Et comment tu fais pour réussir à, tu vois, gérer ta Bah, monétisation sans vendre ton âme au diable un bah, peu? moi, je vais te dire, moi, je le fais pas personnellement, du coup, mais j'accompagne des profils qui font ça, qui décident. Mais moi, la plupart, en tout cas, chez Lumera, nous, la majorité, c'est des personnes qui veulent vraiment mettre en avant un produit dont ils estiment qu'ils peuvent l'utiliser au quotidien ou alors même qu'ils l'utilisent déjà. Mais s'il y a un gros ticket, ils vont pas en parler. S'ils aiment pas, toi, ils aiment pas, ils vont Hmm. pas en parler. Moi, c'est ce que j'ai en constat chez nous. Je sais qu'il y en a d'autres, s'il y a un gros billet, voilà, ils vont Hmm. en parler. Mais nous, la majorité, c'est parce qu'ils le testent ou ils connaissent déjà le produit. Mais ça, c'est du cas par cas. Ça, c'est chacun, c'est les goûts et couleurs de tout le monde. Après, nous, par contre, on a déjà pris la décision de agence, parce que nous, on ne prend pas non plus la décision. Nous, en fait, on a une proposition commerciale d'une marque. Mm. On la présente au créateur et le créateur prend la décision. Ouais. Nous, on peut conseiller, on peut lui dire, attends, cette marque, elle est un peu chaude, là, niveau, il s'est passé ça, là, il y a ce mois-ci, fais gaffe. Ou alors, parfois, on prend de l'avant et on le dit au client, non, on travaille pas avec toi. Avant même d'en parler au Au créateur. créateur. Mais là, c'est parce que vraiment, c'est chaud. Hmm. Donc toi, tu fais déjà un premier filtre par rapport Ouais, à bah oui, l'image mon que ça but, c'est ça. dégage, bien Le sûr. but de l'agence, c'est de regarder si, niveau légal, s'il n'y a pas de quoi, si ils n'ont pas été dans la sauce ou le produit, est-ce que... Tu vois, déjà, nous, il y a eu... c'est marrant parce qu'il y a un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, un gros youtubeur qui avait fait je sais pas comment on peut appeler ça, un test. En gros, il avait créé une fausse boutique e-commerce. Hmm. Je sais pas si tu avais vu de produits de cosmétiques ou un truc qui se mange, je sais plus Ok. ce que c'était. Et en gros, il a contacté des influx et dit est-ce que vous voulez en faire la promo? Et en gros, c'était le produit utilisait des produits dangereux pour. J'ai plus le nom, putain, il est connu. Et en gros, c'était pour montrer que certains créateurs ne regardent pas jusque Ouais, dans le c'est fond, clair. tu vois. Mais c'est compliqué, hein. Ouais, c'est Moi, j'avais vu plutôt à l'inverse. Hum. T'avais deux personnes enfin, il y en a un qui l'avait fait à Londres et Ouais. il y a un exemple beaucoup plus récent, c'est qu'a créé un faux restaurant Ouais, où il a invité que des influenceurs ouais, et en fait qui a fait une promo de fou comme si c'était un gastro éphémère ouais. Et en fait, et c'était en un fait fast-food. mais tu sais, c'était les nouilles instantanées. Et en Ouais, fait, il faisait des nouilles instantanées et livrait et ok. ça en fait ça a complètement explosé des milliers de personnes qui voulaient venir Ah, voir consommer et qui payaient surtout genre 30, 40, 50 balles pour manger ça? pour manger ça, mais sauf que en fait, c'était présenté comme si c'était du Ouais, luxe. ouais, Et parce qu'il avait fait tout un travail ok. pour montrer justement Ouais, c'est l'impact de bien. l'influence, tu vois. Mm.
Et le premier, alors lui, il est beaucoup plus connu. J'avoue que j'ai plus son nom. Celui que je te disais à Londres, lui, il l'avait fait, mais c'était par rapport aux critiques sur la recommandation de TripAdvisor. Et donc, il avait réussi à créer dans son jardin, genre, un restaurant top 1 sur TripAdvisor. Oui, et parce là, qu'il avait les bons avis et tout, etc. Exactement. Et il avait fait ça, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on peut acheter des avis aussi. C'est pour ça qu'on peut acheter. Et tiens, d'ailleurs, ça, tu vois, on en a un petit peu parlé en off, mais je te repose la question là, c'est... Tu vois, il y a plein de personnes qui achètent des abonnés, qui achètent des vues. Ouais. Comment ça, toi, tu arrives à le filtrer? Est-ce que aussi tu peux te protéger, puisque toi, tu gères tu vois, des influenceurs. Donc, comment tu fais pour analyser aussi ces contenus-là? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Ouais, mais ça se voit direct. Aujourd'hui, quelqu'un qui achète des abonnés, franchement, c'est pas c'est pas quelque chose de courant, tu vois. En général, ce qui s'est passé, c'est des mecs, genre moi, par exemple, j'achète des faux abonnés et qui vont aller sur ton compte. Comme ça te bousille ton compte. Tout ton reach, il est foutu. Toi, t'es dans la merde. Tu vas voir ton reach, il va être catastrophique. Et en fait, au début, c'était ça. C'était des mecs, souvent dans un milieu qu'on connaît bien, sur la télé, et qui se faisaient des coups de comme ça, tu vois. Okay. Et ils s'achetaient des... Tiens, et en plus, ça coûte que dalle. Et c'était à coût de 50 000, 100 000 abonnés qui débarquaient. Et puis ça niquait tout ton compte. Mais il n'y a pas aujourd'hui des mecs qui achètent des faux abonnés pour leur propre... On en connaît. Ah ouais. Et justement, je trouve que l'idée, c'était ça, c'était de dire aussi que c'était une mauvaise stratégie parce que tu l'as dit, ça tue en fait ton compte. C'est contre-productif. La marque, elle le verra. Moi, je le vois, il y a des outils aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait des outils avant qui n'existaient pas. Aujourd'hui, tu as Favicon, iPoditor. Favicon, c'est français, qui te permet d'analyser tout ça. Donc ça, petit message à ceux qui pensent que c'est une bonne stratégie pour démarrer d'acheter des abonnés parce qu'on galère. Là, ce qui vient d'être dit, c'est que c'est une stratégie pour attaquer ses concurrents. Juste mettez-le en perspective. Donc, dans le choix où vous vous dites, est-ce que je m'achèterais bien des abonnés pour aller plus vite? Pensez vraiment que c'est une stratégie pour attaquer ses concurrents sur le reach. Donc, je pense qu'on a tout dit. Quand on a dit ça, acheter des abonnés, c'est mort. C'est de la merde. C'est de la merde. Je crois que c'était le mot parfait, c'est de la merde. Voilà, point. Effectivement. Ok, trop cool. Écoute, on avance. En vrai, on n'a pas énormément de temps, comme on a bien tchatché avant. Moi, je dirais une dernière un peu question à te donner. C'est est-ce que sur la monétisation, tu vois, il y a des choses qu'on n'a pas abordées et que tu aimerais peut-être partager maintenant sur cet aspect monétisation globale? En vrai, ça évolue très rapidement. C'est le digital. Ça évolue très rapidement. Comme je disais, moi, mon agence, elle est assez récente. On va faire les 3 ans en janvier. Mais c'est vrai qu'au début, on voyait beaucoup de TikTok, de demandes TikTok par le biais des marques. Là, comme je disais, au début, c'est beaucoup YouTube. Aussi, s'il y a des choses intéressantes, c'est important ça à parler. Par exemple, sur YouTube, quand on faisait une collab, et vous avez dû en voir tout le monde ici, quand tu regardes un contenu YouTube, le créateur, il te dit, voilà, tu as le lien qui est dans la description pour cliquer sur l'offre de la fameuse canne à pêche. Et là, aujourd'hui, tu as un nouveau format, c'est le QR code. Tu as des gros QR codes qui sont mis sur l'écran parce qu'il y a eu un constat où on voit que les personnes qui consomment les contenus, sur YouTube principalement, le regardent à la télé ou sur son ordi. Et donc, du coup, c'est plus simple de sortir ton tel, scanner la télé et hop, rediriger. Et là, ça va faire, je dirais 3 mois, à date, là, au moment où on parle, que c'est mis en place, tu vois. Et nous, on a commencé à faire des testings avec des clients. Et du coup, il y a ce fameux QR code qui apparaît dans la vidéo. Et toujours, bien sûr, le petit lien épinglé en description, tu vois. Mais ça, je trouvais ça ultra intéressant quand on a commencé à mettre ça en place avec un client. C'est le client qui nous demandait. Je dis, ah ouais, c'est curieux parce qu'il y a ce constat-là, tu vois. Et donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut suivre et qu'il faut être au courant. Après, TikTok, Insta, c'est toujours pareil. Pour le moment, c'est des liens qui sont épinglés en bio. Ou alors la story, c'est le lien directement cliquable. Avantage, inconvénient de la story, elle disparaît au bout d'un certain temps. Mais par contre, le nombre de clics, il est ultra optimisé. Enfin, le taux de clic, il est optimisé. Après, voilà, ils ont créé des snip feeds, des linktree, des machins pour épingler les différents liens. Donc après, si tu en as 3000, forcément, c'est un peu la merde niveau conversion.
Mais c'est vrai que le coup du QR code, c'est important à en parler. J'avais une autre idée en tête, mais qui m'a échappé. Si tu devais finir, tu vois, là, par faire un peu la masterclass de quelqu'un qui veut monétiser son compte, qu'est-ce qu'il doit vraiment faire dans sa création de contenu, dans les personnes à contacter, dans, tu vois, vraiment la personne qui se dit, moi, je veux monétiser mon audience. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire? On a vu les différentes sources Ouais, de bah, revenus. pour moi, si tu veux aujourd'hui monétiser ton audience, il faut faire du contenu de bonne qualité, mais ça aujourd'hui, c'est à portée de tout le monde. Tout le monde a un téléphone, enfin les iPhones ou autres, hein, ça fait de bonne qualité. Sur YouTube, ne serait-ce qu'une petite caméra, bon, c'est vrai que YouTube, c'est plus compliqué. Quand même, YouTube, le niveau, Ouais. il est élevé. Là, il n'y a pas à dire. TikTok, tout le monde peut se lancer. Donc pour YouTube, faut venir dans un studio comme Nextale, hein, super qualité. Non, mais c'est vrai que là, je peux encore avoir le discours et de dire, tu peux péter sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube. Si t'as pas un minimum de matos, c'est compliqué. Mais faire du contenu de quali et surtout de qualité et avoir un rythme soutenu. Avoir un rythme soutenu. Format court, moi je dirais minimum 3 publications par semaine. Ok, Et format long, si tu peux en faire une par semaine, ça serait super. ok. Ce sera un bon début. Et voilà. Et après, parle de ce que tu as envie. Ne fais pas ton contenu parce que dans l'optique de se dire je vais séduire le roi Merlin, machin truc, Décathlon et tout. Fais ce que tu as envie de faire et ça se fera naturellement. Voilà, tu auras des interactions avec ton audience et ça tirera les marques. Point barre. Ça sert à rien de paraître, de se créer un personnage. Ça durera qu'un temps. Et ceux qui ont fait ça, ça n'a pas duré longtemps. Donc non, être soi-même, naturel, mais par contre faire du contenu quali et avoir un rythme quand même. Ok. Et ça, tu vois, c'est intéressant. Alors, du coup, je rajoute juste une petite question parce que tu viens de m'y faire penser. Est-ce que tu constates une présence depuis une durée, tu vois, minimum de la part de tes créateurs? Je m'explique. Est-ce que c'est des créateurs que tu accompagnes qui travaillent avec vous qui, des fois, ont réussi à popper très rapidement? Ou alors, c'est des personnes, tu sais, ils sont là quand même déjà depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans. Bah, il y a tout, tu vois. Il y a des mecs, ils ont pris 100K d'un coup, en même pas un mois ou 200K. Ça va tellement vite. Là, j'ai un pote qui a un média, Les Splendeurs du Monde. Il a pris 40 000 abonnés en même pas une semaine, tu vois, Ok, sur Insta. propre. Parce qu'il a fait une vidéo qui a fait 9 millions de vues. Hmm. C'est ça, en fait. Mais c'est ça la beauté des algorithmes. C'est que, ok, t'as peut-être une moyenne. Donc, peut-être demain, elle va flopper. Peut-être que après-demain, elle va atteindre des seuils stratosphériques. Donc, ouais, t'as tout. T'as des gars qui ont galéré, mais qui ont rien lâché. Qui ont rien lâché. Et en fait, comme je dis, il n'y a pas de recette miracle. Mais par contre, il y a un truc, c'est que c'est la récurrence. Il faut publier, publier, publier. Moi, je connais des gars, ça fait, je sais pas, 3 mois, 4 mois. Les mecs, ils font 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues. Mais le mec, il continue à publier, publier, publier. Et après, bim, il a pété. Et après, ben, tu lâches plus. C'est un peu militaire, hein. Mais c'est pour ça que si t'aimes pas ce que tu fais, si tu te forces, et si tu dois faire là ce que je dis, ah, franchement, tu vas pas tenir longtemps, hein. Et publier machin, un truc, machin, tous les jours. Et là, tu vois, putain, je fais 1000 vues, putain, fais chier et tout. Donc, mais si tu le fais avec passion, comme tout hein, dans la vie, même tout salarié, s'il le fait avec passion, il est content d'aller au taf, hein. Moi, c'est pareil, tu vois, je fais la petite transition avec, j'ai des alternants. J'ai pas mal d'alternants avant qui étaient dans des entreprises où c'était catastrophique, tu vois. Et moi, mon but, c'est ultra important qu'ils soient épanouis. Moi, je donne carte blanche quasiment à tout le monde dans l'équipe. Et aujourd'hui, ils vont au taf avec un smile de ouf. Ils comptent pas leurs heures, alors ils vont pas travailler de nuit ou le week-end. Je sais pas, j'exploite pas. Mais voilà, on n'est pas à la minute et ils kiffent faire ça, tu vois. Et pourtant, c'était des personnes qui n'étaient pas non plus prédestinées à travailler dans le secteur où ils sont aujourd'hui, hein. Donc, faites ce qui vous anime et voilà. Et moi, je mettrais juste en perspective ce que tu viens de dire aussi. Tu as parlé de 1000 vues. Tu fais 1000 vues, 1000 vues, 1000 vues. Pensez toujours que 1000 vues, c'est peut-être 1000 personnes. Et C'est parler mieux que zéro. à 1000 personnes, si tu le remets en perspective, souvent, c'est si tu viens d'un petit village, c'est peut-être tout ton petit village. Ou alors Mais dans de une ouf. ville, c'est une salle. Une salle de classe, c'est 30 personnes, hein. Donc, c'est comme si tu parlais à plus de 30, C'est 30 énorme. salles de classe en Ouais. même temps. Donc, même si c'est juste 1000 vues, ça veut dire qu'il y a quand même Mm. 30 salles de classe qui t'ont parlé, Mm. ce qui est quand même déjà énorme s'ils viennent regarder ça Mm. tous les jours. Donc, C'est ça, c'est exactement pour mettre du ce que perspective. tu as dit, le message que je dis à ma chargée de com Valentine, où a fait des TikTok pour le compte Lumera.
et a dit putain, on a fait 200 vues, machin. Mais oui, mais je fais, mais c'est mieux que 0. Et on continue. Et pareil, on se met une récurrence. Donc là, l'autre fois, on a fait 100 000, donc c'était cool. Et parfois, on fait 600 vues. Mais c'est le jeu. C'est clair. Et pour terminer, petite tradition sur ce podcast, c'est quoi l'emoji que tu utilises le plus dans tes conversations? Parce que tu vois, là, ça fait petit format long quand même qu'on discute ici. Et donc l'idée, tu vois, c'est que les personnes qui sont venues jusqu'ici, elles mettent ce petit emoji en commentaire de la vidéo. Et bien sûr qu'elles puissent te l'envoyer. Comme ça, tu verras aussi qui est venu jusqu'ici, quoi. C'est le soleil. Le soleil? Ouais, parce qu'on est à Montpellier. Et à chaque fois que j'échange avec des clients, je suis hyper fier et de dire comme quoi on est à Montpellier. Et en fait, à chaque fois, mais tout le monde de l'équipe l'utilise, on met bonne journée, belle journée, toi à la fin, petit soleil. Petit soleil. J'aime beaucoup. Donc, envoyez des petits soleils en commentaire, envoyez des petits soleils aussi. Et comme ça, on verra que vous êtes venus jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, trop bien. Top. Ciao, ciao.